Simone Eive Gbagbo, candidate à l'élection présidentielle ivoirienne du 25 octobre 2025, présente son projet de société aux citoyens ivoiriens dans un contexte de défis économiques, sociaux et sécuritaires. La présidente du mouvement des générations capables partage sa vision et les réformes qu'elle propose pour la prospérité de la Côte d'Ivoire. Madame Simone Eive Gbagbo, merci d'avoir accepté cet entretien exclusif sur Africa 24. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est nous. Le Conseil constitutionnel a approuvé 5 candidatures. Comment comptez-vous convaincre que votre candidature incarne une véritable alternative dans ce scrutin? Je peux dire en toute modestie que je suis quand même un petit peu connu sur ce terrain politique de la Côte d'Ivoire. Et les projets que j'ai pour cette nation, c'est des projets qui peuvent et qui doivent intéresser les Ivoiriens. Oui, je pense que je peux compétir et je pense même que je peux gagner. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial et exportateur de fèves de cacao qui représente plus de 40% des exportations du pays et 20% de son produit intérieur brut. Mais les producteurs ne s'estiment pas assez rémunérés à leur juste valeur, avec un prix d'achat fixé à 1500 francs CFA le kilogramme. Quelle est votre stratégie pour l'amélioration des conditions dans ce secteur? Vous savez, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il faut que nous cessions d'être de simples fournisseurs. Nous produisons du cacao. Nous sommes le premier pays producteur de cacao dans le monde. Nous devons être le premier pays transformateur du cacao dans le monde. Or, avec le cacao, on peut créer de nombreux nouveaux produits qui peuvent être rentabilisés et qui peuvent venir augmenter, n'est-ce pas, les capacités financières que le producteur, n'est-ce pas, retire de sa vente. Tant que nous sommes maintenus comme des simples pourvoyeurs de produits bruts, nous ne serons pas satisfaits parce que nous n'aurons pas la possibilité d'apporter, n'est-ce pas, d'apporter quelque chose de nouveau à la valeur de notre produit. Il nous faut passer à ce cap-là. Et quelles sont vos stratégies, effectivement? Mais la stratégie, c'est premièrement de prendre le producteur en main, de le former plus. Il sait produire, mais il faut qu'il sache également au niveau de quand il a produit, et même quand il produit, il faut qu'il sache être encore plus valeureux. Donc, beaucoup de formation, beaucoup d'encadrement. Il faut également réorganiser toute cette structure pour que lorsqu'il a produit, il soit capable de déjà faire de la première transformation. Ça va lui permettre d'ajouter quelque chose. Donc, à ce niveau-là également, formation, encadrement, apport financier, construction sur place de toutes sortes de magasins, de dépôts, de conservation du produit qui est sorti du champ, de manière à ce que, s'il est nécessaire qu'il fasse du stockage, qu'il puisse agir également à ce niveau-là. Que la vente sur le marché international également soit réformée pour que toute cette vente-là n'échappe pas aux producteurs pour être uniquement entre les mains d'intermédiaires qui très souvent ne sont même pas des Ivoiriens. Donc, à ce niveau également, il y aura du travail à faire pour réformer tout le système. Madame la Présidente, la facture d'importation alimentaire de la Côte d'Ivoire a dépassé 900 milliards de francs CFA en 2024, selon les chiffres officiels. Pourtant, le secteur agricole est un pilier important de l'économie ivoirienne et occupe plus de 50% de la population active. Comment expliquez-vous ce paradoxe? À ce niveau-là, vous voyez que dans ce pays, le producteur, l'agriculteur qui est coté, c'est celui qui produit, n'est-ce pas,
tout ce qui est agriculture de rente, café, cacao, anacarde, EVA, etc. Mais lorsque vous venez et que vous dites vous êtes producteur de tomates, vous êtes producteur d'aubergines, vous n'êtes pas considéré même comme un acteur économique. Il faut transformer cela. Il faut accorder une plus grande valeur, une plus grande place à la production vivrière. Le producteur de tomates, le producteur de manioc, le producteur d'igname doit être aujourd'hui valorisé. C'est à ce prix-là que nous pourrons renverser, n'est-ce pas, cette situation-là. Le producteur de volailles, l'éleveur de poissons, il faut pouvoir valoriser cela pour baisser ce prix-là que vous avez indiqué tout à l'heure. Nous avons été dans ce pays, il y a des années, autosuffisants en riz. Nous avons même fait de l'exportation de riz. Nous avons les terres qu'il faut. Nous avons l'eau qu'il faut. Nous avons des paysans qui connaissent cette technique. Il faut juste valoriser cette activité et il faut juste aider les jeunes à intégrer également cette activité. Aider les femmes à améliorer leurs prestations dans cette activité. Vous allez voir que nous allons être un pays exportateur de tomates, exportateur de riz, exportateur de poissons, exportateur de viande. Oui, à ce moment-là, nous aurons réussi notre défi. Les investissements d'infrastructures dans les routes, le port d'Abidjan ou les barrages hydroélectriques ne comblent pas à ce stade le déficit territorial. Quelle infrastructure envisagez-vous pour un développement équilibré entre Abidjan et les autres régions du pays? Premièrement, au niveau de la production de l'énergie dans notre pays. Nous avons, comme vous avez dit, tout ce qui est infrastructure venu des eaux. Et pourtant, nous avons le soleil dans notre pays. Nous avons le vent dans notre pays. Nous avons la biomasse dans notre pays. Nous pouvons, en utilisant tous ces éléments-là, produire de l'électricité et travailler à faire baisser le coût de l'électricité dans notre pays, le coût de l'énergie dans notre pays. Ensuite, nous avons, depuis le temps du président Houphouët, mis un accent particulier sur la construction des routes dans le pays. C'est très important. Nous devons avoir des routes. Mais aujourd'hui, à l'époque où nous sommes, non seulement nous devons faire en sorte de joindre une région à l'autre, mais nous devons faire en sorte de joindre un pays frontal, un pays voisin au nôtre, le nôtre à un autre pays voisin. Donc moi, je souhaiterais, mon rêve, c'est que nous ayons des voies ferrées partout. Les voies ferrées entre Abidjan et Odiéné. Vous savez, j'ai habité Odiéné pendant quelques années. Pour aller à Odiéné, il faut parcourir 900 km. Et quand vous y allez, vous mettez entre 10 heures et 11 heures de route dans les cars. 900 km, ça peut se combler en 3 heures, en 4 heures si on a le train. Est-ce que vous voyez? Et ça peut permettre de transformer de transporter tout ce qui est fret, tout ce qui est produit vivrier qui doit venir, soit au sud, soit du sud pour venir monter vers le nord, de la Côte d'Ivoire pour aller au Mali, de la Côte d'Ivoire pour aller en Guinée, de la Côte d'Ivoire pour aller au Burkina Faso ou pour aller au Niger. Si nous avons les trains, ce sera beaucoup plus facile. Madame la Présidente, en s'intéressant au secteur de la santé, le budget de la santé reste inférieur à 6% du budget national, largement en dessous des 15% fixés par la déclaration d'Abuja. Quelle politique comptez-vous initier pour améliorer l'accès aux soins de santé et réduire les inégalités sanitaires dans le pays? La première chose, moi je remettrais toute cette politique d'assurance maladie universelle qui va permettre à l'État d'apporter sa participation, aux citoyens d'apporter
sa contribution qui va permettre de créer de nouvelles infrastructures et d'équiper surtout nos hôpitaux. C'est ça, c'est la chose qui est absolument indispensable. Améliorer les plateaux techniques. Et puis, vous voyez, là encore, je vous donne un exemple. Lorsque j'étais à Odiéné, on a eu un malade à Odiéné qui souffrait d'insuffisance rénale. On a dû le descendre à Abidjan pour soigner son insuffisance rénale, qui est une maladie d'urgence. Est-ce que vous voyez? Il faut pouvoir équiper le pays région par région, créer de grands pôles sanitaires, région par région, bien équipés, bien complets. Est-ce à dire que les différentes régions ne sont pas suffisamment équipées selon vous? Non. Même Abidjan, à plus forte raison à l'intérieur du pays. Non, il y a encore trop de choses à faire à ce niveau-là. Tous les plateaux techniques sont à améliorer. Vous voyez que récemment, il y a eu même dans les informations une nouvelle disant que certaines structures de l'État venaient de signer des accords avec d'autres pays pour transporter les malades dans d'autres pays. Vous avez entendu ça? Bon, Effectivement. ça signifie que chez nous, l'infrastructure manque. Les plateaux techniques manquent. Or, nous avons du personnel très bien formé. Nous avons des médecins très compétents ici, en Côte d'Ivoire. Nous avons du personnel techniquement très compétent. Il y a une année même où il y a eu un temps où les gens quittaient la France pour venir se former, pour venir faire le stage en Côte d'Ivoire. Il faut renouveler cela. Vous accordez dans votre projet de société également une place importante à l'éducation. Selon les données de l'Agence nationale de la statistique, le taux brut de scolarisation au secondaire avoisine 72%. Quel objectif chiffré fixez-vous pour l'éducation nationale dans chaque segment et comment comptez-vous financer les réformes obligatoires dans votre programme pour l'éducation? La première chose que je souhaite faire dans ce pays, c'est de travailler pour que le nombre d'élèves par classe ne dépasse plus 30 par classe. Aujourd'hui, nous en sommes quelquefois à 60 par classe, quelquefois à 70 par classe, quelquefois à 80 par classe. Moi-même, j'ai été enseignante. Et quand j'étais enseignante, professeur au lycée classique, j'avais des classes de 30 à 35 élèves. Et puis, on est passé de 35 à 40 élèves. J'ai démissionné et j'ai quitté l'enseignement secondaire. Ce n'est pas possible de travailler et d'avoir de bons résultats quand vous avez plus de 30 élèves dans une classe. Il faut travailler à cela. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il va falloir former plus d'enseignants. Ça signifie qu'il va falloir construire encore plus d'établissements. Ça signifie cela. Et qu'il va falloir financer cela. Le financement ne reposera pas seulement sur l'État. Quelles sont vos stratégies? Le parent d'élève doit participer. Le parent d'élève doit avoir sa part dans le financement de la formation. N'est-ce pas? Sinon, on ne s'en sort pas. Ce n'est pas la peine de jouer au faux prophète là. On ne s'en sort pas. Mais en même temps, il faut que l'enfant qui est formé soit bien formé. C'est à ce moment-là qu'on rentabilise tout cet investissement-là. Madame la Première Dame, nous allons marquer une courte pause avant d'aborder la question de l'égalité des genres et de sécurité nationale dans la deuxième partie de cet entretien exclusif. On se retrouve juste après la pub. Retour sur ce plateau, bienvenue à ceux qui nous prennent en marche. Vous suivez l'entretien exclusif avec l'ex-première dame, Madame Simone Eyive-Gbagbo, candidate du mouvement des générations capables à l'élection présidentielle du 25 octobre. Madame la Première Dame, les femmes représentent plus de 50% de la population, mais seulement 14% des députés et moins de 10% des maires.
quel engagement précis prenez-vous pour atteindre un minimum de 30% de représentativité, comme le recommande l'Union africaine? Et êtes-vous favorable à une loi de quotas contraignante? Je suis très convaincu que les femmes en Côte d'Ivoire ont un rôle extrêmement important à jouer et qui soit un rôle qualitativement important. Mais je ne suis pas inquiète pour cela, pour les femmes. Parce que quand vous regardez l'histoire de la Côte d'Ivoire, vous verrez que les femmes ont toujours été présentes, fortement présentes dans tous les secteurs, dans le secteur politique, dans le secteur économique, dans le secteur social. Les femmes ont toujours été présentes et très actives. Le problème, c'est que nous avons deux difficultés que nous sommes en train d'ailleurs de dépasser. La première difficulté était d'ordre culturel. On considérait que, bon, les femmes, elles doivent jouer leur rôle, mais elles n'ont pas à intervenir clairement au niveau des prises de décision et de la direction de la société. Donc, au niveau politique, les femmes vont faire tout le travail, mais c'est les hommes qui vont être promis au poste de responsabilité. Aujourd'hui, cette vision-là est en train n'est-ce pas, d'être dépassée. Et il faut continuer de faire le plaidoyer pour que cette vision-là soit totalement dépassée. Deuxième chose, les femmes, à cause justement de cette vision culturelle, n'ont pas été mises à l'école très vite. De sorte que, je vous donne un exemple concret que nous avons eu à vivre lorsque nous démarrions avec le Front populaire ivoirien. Nous avions dû mobiliser la population contre le parti unique. Mais les personnes qui intervenaient sur ce théâtre de combat-là, c'était surtout les femmes. Principalement les femmes, fortement les femmes. Mais les femmes avec lesquelles nous avons travaillé, qui ont accepté d'offrir, n'est-ce pas, leur corps, leur énergie, leur force pour faire bouger la chose, en Côte d'Ivoire, très souvent, elles étaient analphabètes. Fortement engagées sur le terrain politique, mais au moment où il fallait faire la nomination, on ne pouvait pas les nommer. Ce ne sont pas elles qui pouvaient occuper des postes de députés parce qu'elles étaient analphabètes. Ce ne sont pas elles qui pouvaient nommer des postes de directrices dans les services et tout ça, parce que souvent, elles étaient analphabètes. Donc, un grand effort pour aider les femmes à devenir non seulement alphabétisées, instruites, scolarisées, mais compétentes. Et ça aussi, on est en train de dépasser cela. Nous avons aujourd'hui de plus en plus de femmes qui sont capables d'occuper des rangs de ministres, d'occuper des rangs de postes de députés. Et il faut simplement aujourd'hui leur mettre les pieds à l'étrier. Et c'est pour ça que dans les partis, il faut les mettre au travail pour qu'elles apprennent. Parce que ça aussi, c'est un apprentissage. Pour qu'elles apprennent à sortir de leur poste de chef de service au poste de responsable d'une organisation politique. Ça s'apprend. Et ça s'apprend dans le militantisme concret. Et il faut leur permettre de faire cela. À ce moment-là, on aura tout ce qu'il faut pour faire la nomination. Madame l'ex-première dame et candidate à l'élection présidentielle, intéressons-nous au volet sécuritaire. Depuis 2020, le nord du pays a subi plusieurs attaques djihadistes, notamment à Kafolo, Toubou-Téini. Quelle est votre stratégie pour renforcer la protection des frontières et la sécurité nationale? Vous savez, nous avons, c'est dans la sous-région, là, l'obligation de travailler ensemble pour organiser la protection. C'est d'abord un problème sécuritaire. Donc, c'est d'abord l'armée. Notre armée elle-même, là, elle doit être une armée républicaine qui travaille pour la République, qui ne travaille pas pour un parti, mais qui travaille pour la République. Si nous avons comme ça du personnel de sécurité qui travaille pour la République, nous allons avoir plus
de sensibilité à cette question-là. La deuxième chose, comme je le disais au début, notre sous-région, elle doit être gérée de concert. Est-ce que vous voyez? Si nous travaillons de concert entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, s'il y a des troupes qui sont au Burkina Faso et qui veulent venir intervenir en Côte d'Ivoire, les Burkinabés eux-mêmes déjà vont prendre des dispositions pour empêcher cela. La même chose en Côte d'Ivoire. Je donne ces deux exemples parce que c'est deux pays frontaliers, mais c'est le cas pour tous nos pays frontaliers, entre la Côte d'Ivoire et Ghana, entre la Côte d'Ivoire et le Bénin, entre le Niger, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Si nous avons une politique, n'est-ce pas, conçue ensemble, un appareil conçu ensemble pour protéger nos peuples, nous pourrons vaincre cette difficulté-là. La Côte d'Ivoire est un acteur central en Afrique de l'Ouest, siège de la Banque africaine de développement et pilier de la CEDEAO, dans un contexte marqué par la rupture entre la CEDEAO et les États du Sahel comprenant notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Quelles seraient vos priorités diplomatiques dans la sous-région Afrique de l'Ouest, en Afrique et à l'international? Il me semble qu'il y a quelque chose d'extrêmement important là qu'il faut bâtir ensemble. Je viens d'en parler en ce qui concerne la sécurité, mais c'est valable en ce qui concerne l'économie, c'est valable en ce qui concerne la politique. Comment est-ce que vous voulez qu'on bâtisse une région si nous avons une partie des États qui est opposée à l'autre partie des États? C'est pas possible. Et c'est pour ça que j'estime que si nous devons travailler ensemble, il faut réformer l'esprit même de la CEDEAO. Ça, c'est mon point de vue. Il faut réformer l'esprit de la CEDEAO pour que la CEDEAO soit un instrument nous permettant d'intégrer dans notre sous-région-là nos économies, notre sécurité, notre justice, notre développement social. La CEDEAO doit être un instrument de cela, d'intégration, donc réorienter vers le développement de notre sous-région africaine. Tant qu'on n'a pas cette philosophie-là, on va travailler pour d'autres. Or, aujourd'hui, là, le destin de l'Afrique, c'est de se recentrer sur l'Afrique pour fortifier l'Afrique. Si nous voulons que l'Afrique là, soit prise en considération par les autres continents, il faut que nous-mêmes, nous organisions nous-mêmes, n'est-ce pas, le renforcement de nos capacités. C'est pour ça que dans mon projet, là, j'ai dit, première chose, il faut 3 piliers dans notre vision du développement de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Le premier pilier, là, c'est la réconciliation. Il faut que nous fassions la réconciliation entre nous, la réconciliation avec tous les États qui nous entourent. Première chose, la réconciliation, la vraie réconciliation. Deuxième chose, la transformation de nos mentalités. La transformation de nos mentalités qui va nous permettre de devenir des Africains, des Ivoiriens décomplexés, des Ivoiriens capables de créer, des Ivoiriens capables de proposer au reste de l'Afrique et au reste du monde des choses qui vont servir, qui vont permettre de tirer toute l'Afrique vers le haut. Troisièmement, la souveraineté. L'Afrique là, doit se recentrer, doit reconquérir sa souveraineté. Si l'Afrique doit parler avec l'Europe, si l'Afrique doit parler avec l'Amérique, si l'Afrique doit parler avec l'Asie, si l'Afrique doit parler avec le reste du monde, il faut que ce soit une Afrique qui est positionnée au même niveau que ces autres continents-là, pour pouvoir parler d'égal à égal avec les autres continents, et non pas d'être un continent qui a encore, n'est-ce pas, euh,
considéré comme un continent qui doit être assisté. Mais ça doit être, c'est dans nous-mêmes, notre comportement et la transformation de nous-mêmes, notre mentalité, de la vision que nous avons de nous-mêmes, de l'ambition que nous avons pour nous-mêmes aujourd'hui et demain, que nous allons nous rendre respectables et respectés aux yeux des autres. Votre parti, le MGC, est membre de la coalition pour l'alternance pacifique, CAPSI, qui regroupe plusieurs partis d'opposition. Vous êtes 4 candidats à concourir à l'élection présidentielle d'octobre 2025. La possibilité d'une candidature unique de l'opposition est-elle envisageable, selon vous? Et quelles sont ses chances? Et quel serait le profil idéal pour cette candidature, Madame la Présidente du MGC? Moi, je n'ai jamais posé le problème en termes de candidature unique de l'opposition. Jamais. Et je ne vois même pas l'intérêt que la Côte d'Ivoire va avoir à avoir un candidat unique contre le parti au pouvoir. Pourquoi? La Côte d'Ivoire, moi, je me suis battu pour qu'en Côte d'Ivoire, nous ayons ce que j'ai appelé le multipartisme. Pourquoi? Parce que les opinions sont nombreuses, les visions du monde sont nombreuses, les visions de la Côte d'Ivoire sont nombreuses. Chaque candidat doit représenter une vision, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire, une proposition à la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous voulez que toute l'opposition se rassemble dans une seule proposition, alors que dans l'opposition, vous avez le PDCI qui est de droite, vous avez le MGC qui est de gauche. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on aille se mettre ensemble forcément et que c'est à cette condition-là qu'on peut vaincre le parti au pouvoir? Le parti au pouvoir, là, il est de droite. Mon vœu, c'est que chaque Ivoirien se lève ce jour-là, prenne son bulletin, aille voter et participe de la sorte à l'alternance. Si chaque Ivoirien se lève et qu'il va voter, il va participer au choix de ce qu'il considère comme le meilleur candidat, le meilleur programme de gouvernement pour lui, pour sa vie, pour ses enfants. S'il est à droite, il va peut-être préférer le projet du RHDP. S'il est de gauche, il va préférer le projet de Simone Gbagbo ou le projet de Awa Dombelo. Laissez à l'Ivoirien la possibilité de choisir. C'est pour ça que je souhaiterais que ce jour-là, lorsqu'il va y avoir des élections, là, qu'aucun Ivoirien ne soit terrorisé et obligé de se réfugier dans sa maison au lieu de sortir pour aller voter. Qu'aucun Ivoirien ne subisse des pressions. Qu'aucun Ivoirien ne soit acheté pour aller donner une voix qui ne correspond pas à son souhait intérieur. Voilà, moi, ce que je souhaite. Si ça se fait, là, si chaque Ivoirien comprend que là, l'enjeu est extrêmement important et qu'il doit se lever, sortir pour aller voter, je pense que j'ai des chances de gagner. Votre parcours reste marqué par votre rôle central au sein du Front populaire ivoirien fondé par l'ex-président Laurent Gbagbo et votre statut de première dame de la Côte d'Ivoire entre 2000 et 2011. Comment transformez-vous cet héritage en une force politique aujourd'hui? Alors, est-ce que j'ai besoin de transformer cet héritage en une force politique aujourd'hui? Je pense que j'ai été une force politique depuis le début. J'ai participé au combat pour obtenir dans ce pays le multipartisme. C'était à l'époque du parti unique. Et je suis membre fondatrice du Front populaire ivoirien. Mais avant cela, j'ai mené des combats pendant des années dans la clandestinité, dans le syndicalisme, dans les organisations de jeunesse, particulièrement la jeunesse catholique. Et
Et je pense que c'est tout cet héritage-là, c'est ce que je suis aujourd'hui. Une personne qui a de la compétence à ce niveau-là, qui a de l'expérience à ce niveau-là, qui a de l'histoire à ce niveau-là et qui a quelque chose à proposer pour la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et la Côte d'Ivoire de demain. C'est ça qui fait ma force. Vous avez été au cœur de la grave crise électorale que votre pays a connue. Vous avez prôné la paix et la réconciliation et semblez avoir posé l'ensemble de vos actions dans ce sens. Comment comptez-vous utiliser votre candidature pour renforcer la vision de réconciliation politique et de pardon que toute la classe politique dont vous êtes une figure de référence doit au peuple ivoirien? Je continue de considérer que ce pays-ci là, a un défi à relever, le défi de la réconciliation. Et que cette réconciliation-là, elle n'est pas encore réalisée. Et je profite, parce que j'en parle depuis que je suis sorti de prison, mais je profite encore aujourd'hui de votre micro pour en parler. Nous avons besoin de réaliser dans notre pays la réconciliation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que celui qui se sent victime, frustré, blessé, accepte de pardonner. Celui qui a effectivement blessé ou qui est pointé comme ayant blessé, qu'il accepte de demander pardon. Ça, c'est une chose. Mais au-delà de cela, il y a des choses à réaliser concrètement par l'État. Pendant cette crise-là, nous avons eu des morts. Il faut faire du dédommagement vis-à-vis des parents. Reconnaître qu'il y a des morts et dédommager les parents. Il y a eu beaucoup de biens qui ont été détruits. Il faut pouvoir restaurer ces biens-là qui ont été détruits. Restituer également. Il y a des biens qui ont été volés. Il faut restituer les biens volés à leurs vrais propriétaires. Aujourd'hui, encore, vous avez des régions entières où les paysans ne peuvent pas aller au champ. Il faut assainir les campagnes pour leur permettre de retrouver leurs champs, de récupérer leurs champs et de reprendre leurs activités agricoles. Il y a donc des choses très concrètes à faire pour que nous puissions obtenir effectivement la réconciliation. Et puis, il faut surtout faire comprendre aux Ivoiriens que la Côte d'Ivoire, c'est une nation. Nous avons une soixantaine d'ethnies en Côte d'Ivoire, c'est vrai. Mais nous avons une nation. Il faut que les Ivoiriens se sentent filles et fils de cette nation. Que si je suis Sénoufo, je me sens frère du Baoulé. Vous voyez? Que je me sens frère du Bété et que je me sens prêt à me battre pour le Bété, pour le Baoulé, pour le Guéré. Et non pas vivre comme ça, en chaîne de faïence, à se regarder comme des adversaires, comme des ennemis. Il faut pouvoir construire, n'est-ce pas, cette unité-là. Voilà, c'est vraiment un gros chantier. Ça va prendre des années, c'est vrai, mais il faut y arriver. Il faut qu'à l'école, on forme les jeunes déjà au patriotisme. C'est pour ça que nous disons qu'à l'école, là, il nous faut insérer le système de, comment j'appelle ça, du service civique qui va permettre aux jeunes, dès le plus jeune âge, apprendre à aimer la patrie, apprendre à se dévouer pour sa patrie, apprendre à œuvrer pour sa patrie, apprendre à défendre sa patrie, dès le plus jeune âge. Il faut faire cela dans toutes nos écoles. Et il faut aider les jeunes à travailler pour le développement de toute la nation. C'est-à-dire, vous pouvez être de Korogo et puis venir travailler pour construire des écoles à Bassam, des écoles à Boissou, etc. Et être fier d'avoir apporté votre contribution à l'édification
n'est-ce pas, de la région, d'Aboissou, etc. Il faut travailler à cela. Il faut bâtir la nation avec les jeunes, avec les citoyens, avec les populations. Madame Simone Eivek-Babo, candidate du mouvement des générations capables à l'élection présidentielle ivoirienne d'octobre 2025. Merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. C'est nous. Merci à tous d'avoir suivi cet entretien. Retrouvez l'intégralité de cet entretien exclusif sur toutes nos plateformes, notamment l'application MyAfrica 24. L'information continue sur Africa 24.